Bonjour à toutes et à tous. L'objectif du cours d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter un petit peu donc toute la partie sur les oscillateurs et sur la mesure du temps. Finalement, des choses que vous connaissez déjà très bien, puisque normalement, au moment où on en arrive et où vous êtes en train de lire cette vidéo, si tout va bien, vous avez déjà fait les TP qui correspondent notamment au pendule simple. Alors on va profiter de ce cours pour aussi voir un autre type d'oscillateur qui est en fait l'oscillateur à ressort. On rappelle, vous avez ici une petite introduction qui explique que les oscillateurs vont surtout être utilisés énormément dans le cadre de la mesure du temps, puisque progressivement, au fur et à mesure de l'avancée de notre histoire, en fait, on va chercher à mesurer le temps de plus en plus précisément. Et donc, on va utiliser notamment des oscillateurs mécaniques. Un oscillateur mécanique, qu'est-ce que c'est? On vous explique que c'est un système qui est animé par un mouvement périodique, c'est-à-dire un système qui va finalement faire des allers-retours, ou en tout cas une vibration, par exemple. Ça va être le cas aussi, par exemple, pour un quartz, à l'intérieur des montres à quartz. L'idée, c'est d'avoir un mouvement qui se répète périodiquement dans le temps, et on va essayer de chercher cette période, justement, de retrouver cette période de vibration ou cette période d'oscillation. Toujours autour d'une position d'équilibre. Et donc, dans tous les travaux qu'on va faire, comme d'habitude, on va utiliser la notation grand T majuscule pour la période, en secondes, et la fréquence qui sera notée petit f quand on en aura besoin. Dans la majeure partie des cas, on verra également que dans certains cas, la notation de la fréquence pourra être changée. Alors, premier cas de figure utilisé, c'est le pendule simple. Le pendule simple que vous connaissez donc maintenant très bien. L'idée, c'est donc de faire en fait un pendule avec une masse suspendue à un fil. Et ce fil, on considérera comme étant lui-même sans masse, ou en tout cas de masse négligeable, devant la masse m de l'objet, un objet qui sera considéré comme étant lui-même ponctuel. La position de l'objet sera notamment repérée par l'angle θ par rapport à la position d'équilibre. Dans le cas le plus courant en fait dans ce genre de travail, on va toujours travailler en fait avec un pendule qui va être soumis à son propre poids, à la tension du fil, à la force de frottement de l'air et à la poussée d'Archimède dans l'air. Par contre, dans beaucoup de cas, les frottements de l'air et la poussée d'Archimède seront négligés. Le travail de la tension du fil est nul. Ça, je vous invite à retourner voir dans le chapitre précédent sur le travail des forces, puisqu'en fait, ici, on va avoir la tension T qui est toujours perpendiculaire au déplacement, au vecteur déplacement de notre mobile. Si on représente ça sur le petit schéma qui est en dessous, les deux forces vraiment qui vont nous intéresser dans ce genre de travail, c'est le poids de notre pendule. Le fil est considéré comme étant de masse négligeable, donc c'est vraiment le poids de l'objet suspendu, ici, donc parfaitement vertical. Et puis on va avoir ici la tension du fil, dirigée du centre de l'objet vers le centre, le point de fixation de notre fil. Donc on a bien ce vecteur qui est orthogonal au déplacement, puisque si je mets ma règle ici, le vecteur déplacement, qui est en fait collinéaire et de même sens au vecteur vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire, et donc on voit bien, par rapport à ma règle ici, qui correspond à la tangente à la trajectoire en ce point-là, que ce vecteur est orthogonal au vecteur déplacement. Donc le travail de cette force sera nul. Alors, on retrouve ce pendule, vous l'avez déjà beaucoup étudié, notamment dans le cas des TP sur le pendule simple, dont je reparlerai pour certains juste après. Mais le pendule, on peut aussi le retrouver par exemple sur une application. Donc vous cliquez sur le fichier PDF que je vous ai mis à votre disposition pour retrouver justement l'application qui concerne le pendule. Donc voilà en fait l'application, quand vous allez cliquer sur le lien sur le poly, vous allez tomber là-dessus. C'est quelque chose qui est assez classique. Un pendule qui va osciller autour de sa position d'équilibre. On peut régler différents paramètres, la longueur du fil, l'accélération de la pesanteur qui est ici celle de la Terre, 9,81 mètres par seconde au carré, la masse suspendue au bout du fil, et l'angle de départ. Ici on est mis à 10 degrés, vous remarquerez au passage que si je veux mettre par exemple 75 degrés, automatiquement lui va mettre comme valeur maximale 20 degrés, pour travailler à des petits angles. Là, pour comprendre ça, je vous invite à retourner voir aussi par rapport au TP sur notamment l'énergie, on en reparlera juste après dans ce cours. Mais voilà, pour limiter au maximum les frottements, on travaille sur des angles petits, c'est-à-dire inférieurs à 20 degrés, comme c'est le cas ici. Et puis on va pouvoir regarder justement ici le mouvement du pendule autour de sa position d'équilibre. Vous avez au passage ici
un chronomètre qui mesure donc le temps, et vous avez en dessous la période des oscillations, c'est-à-dire le temps que va mettre le pendule pour faire un aller-retour. Ici, vous avez sur le graphique petit s qui est en fait l'élongation du pendule, c'est-à-dire en fait cette longueur que vous voyez ici en rouge, qui va être représentée. Nous, ce qui va surtout nous intéresser par exemple sur cette petite application, c'est par exemple pour les énergies, où on va voir les énergies potentielles et cinétiques qui s'échangent l'une l'autre avec une énergie mécanique qui est constante, c'est la somme des deux, donc c'est la droite qui est juste ici en haut, et on voit bien qu'on est dans le cas ici où les frottements sont négligeables. J'en reparlerai dans le cours juste après. Deuxième type de pendule que l'on peut retrouver également assez régulièrement dans des travaux, dans des exercices et qu'il faut bien maîtriser, c'est le cas du pendule élastique. Alors on l'appelle pendule élastique puisque l'objet de masse M est suspendu ici à un ressort qui va se déformer. Alors on pourrait considérer que c'est la même chose pour un élastique, d'où le nom pendule élastique. Mais dans la quasi-totalité des exercices qu'on rencontre, c'est des ressorts en fait qui sont utilisés. On a deux types de pendules élastiques, avec le ressort qui est à l'horizontale, comme c'est ici, et avec le ressort vertical juste en dessous. Le ressort horizontal, je l'explique assez rapidement, c'est assez facile à comprendre. L'objet de masse M, le ressort lui est considéré comme étant de masse négligeable. Par contre, ce qui va être important pour le ressort, c'est qu'il va être caractérisé par une constante qu'on appelle la constante de raideur, qui est notée en général petit k. Et nous, on va aller repérer en fait la position de la masse de l'objet, qu'on notera petit x, en fonction de sa position d'équilibre. Là, vous avez la situation où l'objet est parfaitement à l'équilibre, d'accord, et donc ça veut dire que la somme des forces est égale à 0, c'est le principe d'inertie. Ici, quand on représente les différentes forces, vous avez en fait deux forces qui s'exercent dans ce cas-là. Vous avez le poids qui est dirigé vers le bas, et vous avez la réaction du support qui est vers le haut, toujours perpendiculaire au support. Imaginez bien que vous avez ici l'objet qui va osciller sur un plan ici qui est horizontal, sur une table par exemple. Et on est pareil, a priori sur une table à coussin d'air puisque les frottements ici vont pouvoir être négligés. Notre objet est complètement à l'équilibre. Et puis on va avoir deux situations. Parfois la masse est située ici à gauche, c'est-à-dire avec le ressort qui est comprimé. Et ici vous avez l'autre situation quand le ressort est de l'autre côté, c'est-à-dire avec le ressort qui cette fois-ci est étiré. Et donc en fait on va avoir la tension du ressort, si je représente uniquement la tension du ressort, qui va être dirigée vers la droite dans ce cas-là, où le ressort a tendance à vouloir pousser la masse ici vers la droite. Dans l'autre cas, quand le ressort est étiré, c'est l'inverse. La tension du ressort, est dirigée vers la gauche. Et donc ça a tendance à ramener l'objet vers sa position d'équilibre. Dans les deux cas, vous avez ici donc une valeur qui est non nulle pour x, donc l'énergie emmagasinée est non nulle dans le ressort. Et donc on va pouvoir donner en fait l'énergie de notre ressort qu'on va appeler l'énergie potentielle élastique. Alors vous connaissez l'énergie potentielle de pesanteur, dans le cas des objets en fonction de leur altitude. Vous connaissez l'énergie potentielle électrique, dans le cas d'une particule chargée soumise à un champ électrique. Là, on est dans le cadre de l'énergie potentielle élastique. Alors, il faudra faire attention aux notations. L'énergie potentielle élastique, on la note EPE. Mais en fait, c'est pas confondre avec l'énergie potentielle électrique, justement, avec le cas des particules chargées. Et cette énergie potentielle élastique, en fait, elle s'exprime 1/2 fois K, qui est la constante de raideur du ressort, qu'on a noté ici, fois x carré. X carré, c'est tout simplement l'abscisse x par rapport à la position d'équilibre. Vous remarquez du coup au passage que cette valeur de x soit négative ou positive, ça n'a pas d'importance puisque x va être mis au carré, donc on a toujours une énergie potentielle élastique qui est strictement positive ou nulle, mais jamais négative, c'est pas possible. La constante de raideur du ressort, elle est toujours exprimée en newton par mètre, et l'énergie potentielle, du coup, dans son unité, c'est en joules. Ça ne change pas, x est en mètres, et petit k étant newton mètre moins 1, c'est noté ici. Là aussi, vous avez la petite application qui vous est donnée, où vous avez cette situation du ressort horizontal. Quand on le met en route, vous avez donc la masse qui va osciller autour de sa position d'équilibre. On va représenter ici, vous avez sur le schéma la position x, qui varie. Alors vous avez aussi la vitesse Vx, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici le plus.
toutes les équations, là, vous verrez ça éventuellement dans le supérieur si vous continuez à travailler sur ces notions-là. Moi, ce qui va m'intéresser, encore une fois, c'est les énergies. Vous voyez qu'on est ici dans le cas où les frottements sont négligés. Vous remarquez au passage que les frottements dans cette application, on peut en mettre. Hein, ici, le coefficient de frottement, il est égal à 0. Donc, du coup, j'ai mon mobile qui va osciller autour de sa position d'équilibre sans aucune perte d'énergie. Vous avez bien l'échange de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Dernier cas de figure, c'est le cas du pendule élastique, mais cette fois-ci vertical. Ça peut sembler un peu plus complexe que dans le cas précédent, puisque cette fois-ci, comme on est à la verticale, déjà à l'état initial, quand le mobile est à l'équilibre, c'est-à-dire avec la masse suspendue au ressort, le ressort est déjà un petit peu étiré. Par rapport à la situation de départ, vous avez ici le ressort qu'on va considérer comme étant à vide. C'est ce qu'on appelle en fait le ressort à vide. Là, on va y fixer l'objet, la masse M, donc le ressort va être légèrement étiré, mais par contre, il ne bouge pas. On est bien à l'équilibre, c'est-à-dire que le poids de notre objet et la tension du ressort s'équilibrent l'une l'autre. Par contre, derrière, dès qu'on va mettre un petit mouvement, dès qu'on va soit recomprimer un petit peu le ressort pour être dans cette situation-là, soit tirer légèrement sur le ressort pour allonger encore un peu plus, on va être dans cette situation-là. Et puis si on lâche, on va avoir le ressort qui va osciller autour de cette position d'équilibre. C'est cette position d'équilibre ici qui va être importante, pas celle-là. Et donc pareil que tout à l'heure, on va pouvoir exprimer l'énergie potentielle élastique. On s'arrange justement pour que dans nos calculs EPE soit égal à 0 à cette situation-là, et non pas à cet endroit-là, ce qui fait que l'énergie potentielle élastique, elle va pouvoir être exprimée exactement de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire 1 demi de K fois X au carré. Que X soit négatif, ou en tout cas inférieur à X0, ou positif, c'est-à-dire supérieur à X0, ici on mettra tout simplement X0 égale 0, on choisira cette valeur-là dans nos calculs, pour que ça simplifie un petit peu notre travail et que l'énergie potentielle élastique soit nulle quand on est dans cette situation-là. Donc là, toujours strictement positif ou nul. Là aussi, vous avez une petite application qui vous est proposée sur votre Poly en version PDF. Quand vous cliquez dessus, vous allez retrouver, si on lance l'application, le pendule, vous voyez, qui oscille autour de sa position d'équilibre. Là aussi, vous avez l'élongation S en mètres qui est affichée, c'est-à-dire en fait ici la longueur du segment rouge. Mais moi, ce qui va m'intéresser, par exemple, c'est les énergies. Et vous avez là aussi les énergies qui vont s'échanger, énergie potentielle élastique et énergie cinétique, qui s'échangent l'une l'autre autour de la position d'équilibre. Alors cette histoire d'énergie, justement, on va pouvoir la détailler un petit peu plus, même si c'est des choses qu'on a déjà vues, notamment dans la correction du TP sur les énergies du pendule. En fait, on est sur le cas où la force de frottement et la poussée d'Archimède sont négligées. Dans ce cas-là, l'énergie mécanique du pendule est constante au cours du temps, et donc, on rappelle, on va avoir en fait delta EM qui est la variation de l'énergie mécanique, qui vaut en fait la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle, soit c'est de pesanteur dans le cas d'un pendule simple, soit c'est élastique dans le cas du pendule élastique avec un ressort. Dans les deux cas, ici ça sera égal à 0, puisqu'on a des frottements qui sont nuls. On peut considérer aussi que dans ce cas-là, l'énergie mécanique, c'est-à-dire la somme EC plus EP à un instant précis, je rappelle que quand on écrit ça, c'est à un instant précis, et bien en fait, ça sera égal à une constante. Donc on va se retrouver avec ce genre de schéma-là, c'est le même genre de schéma qu'on a eu dans la correction du TP et que je vous ai montré tout à l'heure sur les petites applications. Là ici, l'idée dans ce genre de travail, par exemple, ce qu'on peut vous proposer dans les exercices, et notamment au bac, et ce que vous devez être capable aussi de maîtriser pour l'entrée dans le supérieur l'année prochaine, c'est sur ce genre de graphique, être capable d'identifier les trois courbes. Laquelle est celle de l'énergie cinétique, laquelle est celle de l'énergie potentielle, laquelle est celle de l'énergie mécanique. Alors, pour ça, en fait, en général, on va s'intéresser aux conditions initiales. Comme on l'a vu tout à l'heure, en général, à l'état initial, au point de départ, en fait, de notre étude, le mobile, il est complètement immobile, justement. Le pendule, il ne bouge pas, on ne l'a pas encore lâché. Par contre, on l'a légèrement décalé par rapport à sa position d'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, à l'état initial, quand t égale 0, l'énergie potentielle, elle est non nulle, soit parce que votre pendule simple, vous l'avez écarté de votre position d'équilibre, et donc il a déjà une certaine énergie potentielle,
Pareil dans le cas du ressort, vous l'avez légèrement étiré ou légèrement comprimé, donc il y a une énergie potentielle qui est non nulle. En revanche, vous êtes toujours en train de le tenir, vous ne l'avez pas encore lâché, donc il n'a pas de vitesse, et donc son énergie cinétique doit être égale à 0. Donc on va pouvoir repérer ici que celle qui est égale à 0 au départ, c'est l'énergie cinétique. Donc la courbe bleue ici, c'est l'énergie cinétique. D'accord? Je rappelle, c'est lié au fait que à t égale 0, l'énergie cinétique est égale à 0. On est encore en train de tenir l'objet, on ne l'a pas encore lâché, donc sa vitesse est nulle. Par contre, comme on l'a écarté de sa position d'équilibre, l'énergie potentielle au départ, elle est non nulle. Et donc la courbe rouge ici, c'est l'énergie potentielle. La somme des deux, on l'a bien compris ici, que c'était l'énergie mécanique, EM. L'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle, soit de pesanteur, soit élastique selon le cas, et réciproquement, l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique au cours du mouvement. Ici, on est bien dans le cas de l'absence de frottement et l'énergie mécanique est considérée comme étant constante. N'hésitez pas à le noter si vous oubliez que AT égale 0, V égale 0, ça permet de justifier l'énergie cinétique ici qui est nulle. Deuxième cas de figure, quand justement les frottements ne sont pas négligeables. Même si c'est très faible, ces frottements existent. Dans ce cas-là, on va avoir ce phénomène qu'on appelle l'amortissement. C'est un mot de vocabulaire qu'il faut connaître, je vous l'ai déjà donné dans les documents sur les TP du pendule. L'amortissement, c'est le fait justement que on va avoir une perte d'énergie au cours du mouvement, ce qui fait qu'au bout d'un moment, le pendule va finir par arriver à sa position d'équilibre et devenir immobile, et ne bougera plus. Comme tout à l'heure, on peut identifier les trois courbes. Vous avez toujours pareil, c'est le même principe, AT égale 0, V égale 0. La vitesse de l'objet est nulle, donc son énergie cinétique est nulle. Donc la courbe bleue qui est ici, qui démarre à 0, c'est l'énergie cinétique, comme tout à l'heure. La courbe rouge, c'est l'énergie potentielle. De pesanteur ou élastique, ça dépend du cas de figure. La somme des deux, c'est-à-dire la courbe verte ici, c'est l'énergie mécanique. Dans ce cas-là, dans le cas où les frottements sont non négligeables, on rappelle qu'on est capable du coup de déterminer justement cette force de frottement, puisqu'en fait on va pouvoir utiliser le théorème de l'énergie mécanique, comme je vous l'ai donné dans le chapitre précédent. N'hésitez pas à revoir ce cours-là. On rappelle que le théorème de l'énergie mécanique, on appelle TEM, c'est la variation de l'énergie mécanique pendant le mouvement d'un objet, c'est en fait le travail de toutes les forces non conservatives. Et ici, la force non conservative qui nous intéresse, c'est la force de frottement. Donc on pourra dire que c'est le travail de la force de frottement pendant le mouvement. Et je rappelle que ça correspond en fait à F scalaire AB. Avec AB ici qu'il va falloir essayer de déterminer éventuellement. Donc là, on vous demanderait de le faire par exemple sur un aller simple ou sur une portion du mouvement et vérifier que l'énergie mécanique n'est pas conservée. On aurait cette valeur, cette variation d'énergie mécanique qui est donc non nulle. D'accord ? Ce qui nous permettrait par exemple de retrouver la valeur de la force de frottement. Connaître par exemple, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans une application, la valeur du coefficient d'amortissement. Les applications sur cette partie de cours-là, vous l'avez déjà fait normalement, c'est l'ETP sur l'étude énergétique de l'oscillateur mécanique, notamment le cas qu'on a fait nous, c'est le pendule simple, et deux exercices qui sont ici que je vous invite à faire également pour bien maîtriser cette première partie de cours. Alors, deuxième partie donc de ce chapitre, on est ici sur l'utilisation des oscillateurs pour mesurer le temps, notamment en fait à définir la seconde. Donc la seconde, on rappelle, c'est l'unité de mesure du système international, qui a eu plusieurs définitions au cours du temps. On verra justement celle qui nous intéresse maintenant à l'heure actuelle. C'est une grandeur de référence qui doit donc être mesurée avec une méthode la plus précise possible, notamment une méthode qui doit être reproductible dans le temps, c'est-à-dire qui doit être immuable. La seconde qu'on utilise aujourd'hui, ça doit être la même que celle qui était valable il y a 50 ans par exemple, etc., ou qui sera valable dans 50 ans. C'est pour ça que les méthodes de détermination de cette seconde doivent être non seulement très précises à l'instant où on le fait, mais qui doivent perdurer dans le temps sur des durées assez longues. Ce que vous avez à savoir sur les oscillateurs et sur les dispositifs d'oscillation qui permettent de mesurer le temps, c'est justement en fait comment on détermine la période, notamment au niveau des équations. Alors vous avez des équations qui vous sont données, par exemple ici, les équations ne sont pas à connaître par cœur. En revanche, traditionnellement dans les exercices, ce qu'on vous demande de faire au niveau terminal, c'est tout simplement de retrouver, voilà, vous voyez l'exemple classique,
On vous donne plusieurs équations possibles, il faut retrouver la bonne. Laquelle est la bonne? Et pour ça, hein, on fait ce que vous adorez faire, c'est-à-dire l'analyse dimensionnelle. On va regarder les unités des différents paramètres qui interviennent dans notre équation et on vérifie que c'est homogène au niveau des unités. Pour ça, on rappelle que la période t est en secondes, comme c'est indiqué ici, et on vous dit, dans le cas du pendule simple, puisqu'on travaille ici sur le pendule simple, et c'est quelque chose que vous avez fait un petit peu normalement sur le TP23, sur les caractéristiques du pendule simple, en réalité, la période de ce pendule simple ne dépend que de la longueur du pendule, qui doit être exprimée en mètres, et de l'intensité de la pesanteur petit g, ça je ne vous l'avais pas donné hein, dans le TP, hein, on retrouve ici l'intensité de la pesanteur en petit g qui est en mètres seconde moins 2, puisqu'on rappelle c'est une accélération, hein, l'intensité de la pesanteur, on appelle ça aussi l'accélération de la pesanteur. Donc ça peut s'exprimer sous plusieurs unités, mais ici celle qui va être intéressante pour nous, c'est les mètres seconde moins 2. Donc du coup, on va vérifier sur les 5 équations qui nous sont données, laquelle est correcte. Je vous laisse y réfléchir tout seul, et après je vous donne la correction. Alors, on regarde un petit peu ce que ça donne. Ici, hein, donc vous avez la longueur qui s'exprime en mètres, petit g qui est en mètres seconde moins 2, donc techniquement, si on regarde bien, un 2π, ça n'a pas d'unité, c'est sans dimension. Et donc ici, on aurait une période qui serait en mètres carrés, seconde moins 2, on voit pas que ça colle pas du tout avec des secondes, donc du coup celle-là, on l'oublie. Ensuite, la suivante, ça c'est des mètres, ça c'est des mètres seconde moins 2, mais on fait attention, c'est au dénominateur, donc mètres et mètres, ça s'élimine. On se retrouve avec des secondes moins 2 au dénominateur, donc ça nous donnerait en fait une période qui serait en secondes carrées. C'est raté, puisque nous on veut des secondes. Donc celle-là, on l'oublie. Ensuite, vous avez celle-ci. Ça, ce sont des mètres seconde moins 2. Ça, c'est des mètres. Les mètres s'éliminent. On se retrouve avec des secondes moins 2 au numérateur. Donc, une période en secondes moins 2. C'est raté, c'est pas des secondes, on oublie. Ensuite, vous avez celle-ci. On a des mètres seconde moins 2. On a des mètres, mètres et mètres qui s'éliminent. On se retrouve avec des secondes moins 2 au numérateur, mais attention, c'est sous la racine. Donc seconde moins 2 sous la racine, ça reviendrait à des secondes moins 1. C'est encore raté, puisque moi, une période, ce n'est pas des secondes moins 1 qui m'intéresse, ce sont des secondes. Donc celle-ci, elle n'est pas bonne. On termine avec celle-là. Ça, ce sont des mètres. Ça, ce sont des mètres secondes moins 2. D'accord? Mètres et mètres, ça s'élimine. On se retrouve avec des secondes moins 2, mais qui sont au dénominateur. Ça voudrait dire qu'en fait, on est sur une période qui serait en secondes carrées, mais attention, n'oublie pas, c'est sous la racine. Racine carrée de seconde moins 2, c'est des secondes. Donc celle-là, elle est bonne. C'est celle-ci qu'on va conserver. Et donc vous avez ici l'expression de la période du pendule simple. D'accord? Rappel, la période, c'est pour faire un aller-retour. C'est tout simplement 2π fois racine carrée de la longueur de votre pendule divisée par l'intensité de la pesanteur à l'endroit où vous vous situez. On vérifie bien que cette période est complètement indépendante de la masse. Ça, on l'avait vu dans le TP. Alors cette expression-là, elle est très utilisée dans deux cas de figure. Par exemple, on l'a dit, hein, c'est notamment ce que vous avez dû faire en TP, essayez de trouver quelle est la longueur du pendule qui nous permet d'avoir une période de 2 secondes pour avoir un pendule qui oscille à 1 seconde pour un aller simple. Ça nous donne une période de 2 secondes. Et si vous faites les calculs, vous verrez que ça marche avec une longueur qui vaut à peu près 1 mètre. Et c'est effectivement ce qu'on avait revérifié dans le TP. En général, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est vérifier par exemple la valeur de l'intensité de la pesanteur à l'endroit où vous vous situez, c'est-à-dire par exemple sur Terre. Et pour ça, vous pouvez par exemple utiliser votre téléphone portable, puisqu'il existe une application sur votre téléphone portable qui s'appelle Fifox, et que je vous invite à utiliser. Bien, donc vous avez ici l'application Fifox que je vous ai présentée rapidement, donc en fait qui contient des dizaines et des dizaines d'expériences réalisables, vous voyez, qui va utiliser tous les capteurs de votre téléphone, le GPS, les gyroscopes, donc les accéléromètres présents dedans. Vous avez même des magnétomètres pour mesurer par exemple le champ magnétique terrestre ou les champs magnétiques produits par certains aimants. Et puis on va avoir aussi plein d'expériences d'acoustique. On va utiliser le micro et les haut-parleurs de votre téléphone. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est en partie mécanique. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut réaliser. Vous avez une partie sur le pendule.
Voilà. Donc ça, vous pourrez le refaire à la maison si vous voulez. L'idée ici, ça va être d'utiliser en fait la longueur du pendule connue, hein, d'après l'expression qu'on a déterminée tout à l'heure sur notre poly, qui permet de connaître la période des oscillations. Vous voyez qu'en fait, lui, il va juste utiliser les accéléromètres présents à l'intérieur du téléphone pour déterminer la période, la fréquence des oscillations. Quand je vais faire basculer mon téléphone, vous voyez, hein, autour d'une ficelle, j'ai simplement accroché comme ça de manière assez simple. Je connais exactement la longueur de ma ficelle, je l'ai mesurée ici avec une règle. On est à peu près à une vingtaine de centimètres, je vous montre, hein. On est à peu près à une vingtaine de centimètres de longueur pour la corde, environ, puisqu'ici elle n'est pas tout à fait tendue, donc en l'attendant un petit peu, on arrive à 20 cm. Et donc, l'idée, maintenant derrière, c'est en mesurant en fait la fréquence et la période d'oscillation, et connaissant la valeur de la longueur de mon fil, puisque vous voyez ici, j'ai choisi l'application l'onglet G, donc je vais lui demander de calculer l'intensité de la pesanteur petit g. Je vais juste lui indiquer que mon fil mesure 20 cm. Voilà. Et puis en fait, il suffira simplement d'appuyer ici sur le bouton lecture, et de lancer les oscillations. On va faire quelques périodes seulement. Alors il faut quand même mettre un angle assez important pour qu'il puisse bien mesurer correctement, et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Et là, vous voyez que j'ai obtenu une intensité de la pesanteur de 10,5. On est voilà, un peu au-dessus de la valeur qui était attendue. Je vais essayer de le retenter une nouvelle fois. On efface, on recommence. Voilà, là j'obtiens 8,27. Bon, je pense que vous avez compris le principe, hein. Après, forcément, ça va être au niveau de la précision. Est-ce que ça va dépendre de la longueur de mon fil? Ici, ma main qui bouge aussi un petit peu, donc du coup, peut-être que ça influence le résultat. En mettant le montage de manière un peu plus précise, on peut trouver des résultats de plus en plus précis, forcément, en améliorant un petit peu les conditions de l'expérience. Pour ça, je vous invite éventuellement, vous voyez ici, hein, à aller voir la vidéo, hein, pour chaque petite application que je vous ai montré dans le... Si jamais ça vous intéresse, et de fouiller un petit peu cette application Fifox, pour toutes les petites expériences qui vous sont proposées, à chaque fois, quand vous cliquez ici, vous avez en fait une vidéo d'explication, et il vous donne même des fois des paramètres qui permettent d'avoir les résultats les plus précis possibles. Là, je l'ai fait un petit peu à l'arrache, je l'avoue, donc c'est pour ça que les résultats ne sont pas exactement ceux attendus. Vous remarquez que dans le cas du pendule, je peux aussi changer un petit peu la façon de travailler. Par exemple, ici, je peux lui demander, en sachant qu'on travaille a priori sur Terre, donc vous voyez, lui, il va fixer la valeur de G à 9,81 mètres par seconde au carré. Là, je peux simplement faire l'expérience pour qu'il me détermine lui-même la longueur de mon pendule. Voilà. Donc voilà une petite application qui peut vous proposer plein de choses à faire et qui peut vous permettre aussi de revérifier certaines lois que nous on voit en cours. Alors, ce que l'on a fait tout à l'heure dans le cas du pendule simple, hein, cette analyse dimensionnelle qui nous permet de retrouver l'équation qui est vraiment valable dans le cas de la période du pendule, on doit être capable de le refaire aussi pour le pendule élastique, c'est-à-dire celui avec le ressort. Alors là, il va falloir faire attention parce que ça va être un petit peu plus complexe au niveau des unités, notamment parce que, si vous regardez bien, en fait, c'est une période qui ne dépend que de la masse du pendule et de la constante de raideur K. Ça ne dépend pas de la longueur du pendule, ça ne dépend pas de la longueur du ressort, ça va dépendre surtout de la masse, petit m, et de la constante de raideur K. Alors, pareil que tout à l'heure, hein, vous avez trois expressions qui vous sont données. Déjà, on voit qu'on peut éliminer celle-ci, puisqu'elle ne correspond absolument pas, en fait, aux paramètres qui nous sont donnés, petit m et petit k. Quand vous avez ici une longueur et une intensité de la pesanteur, ça n'intervient pas. On va remarquer que là aussi, l'intensité de la pesanteur n'intervient pas cette fois-ci. Donc attention à ne pas confondre les deux. L et G, c'est dans le cas du pendule simple. Dans le cas du pendule élastique, c'est petit m et petit k. Alors, laquelle des deux est la bonne? Et bien pour ça, il faut retourner voir les unités de nos différentes grandeurs utilisées. Petit m, c'est en kilogrammes. Petit k,
Alors là, ça va être un peu compliqué. Petit cas, si vous regardez bien dans le cours, en page précédente, on disait que c'était en newton mètre moins 1. Bon, newton mètre moins 1, kilogramme, comment on fait pour arriver à des secondes avec ça? Bon, il va falloir réfléchir un petit peu. Et pour ça, en fait, on va remplacer newton. L'unité newton, on peut l'utiliser sous une autre forme, l'exprimer avec d'autres unités. Et pour ça, petite astuce, je vous invite tout simplement, les newtons, je rappelle, c'est l'unité des forces. Et par exemple, il y a une expression qu'on connaît, qui est P égale m fois g. Ou vous pouvez aussi utiliser la deuxième loi de Newton, qui est somme des forces égale m fois l'accélération. C'est pareil. Concrètement, on va utiliser ça. On peut noter un F égale ma. Ça va être pareil. Pourquoi? Parce que regardez, ça c'est en newton, m c'est en kilogrammes, g, accélération, c'est des mètres seconde moins 2. Donc en fait, on peut remplacer dans cette expression les newtons par kilogramme mètre seconde moins 2. 1 newton, c'est 1 kg mètre seconde moins 2. Donc du coup, ici, ma constante de raideur, petit k, qui est en newton mètre moins 1, en fait, je vais pouvoir l'exprimer d'après cette expression. Regardez, les mètres moins 1 qui sont ici vont permettre d'éliminer les mètres qui sont là. Donc ça correspond en fait à des kilogrammes seconde moins 2. Donc la constante de raideur k, dans tous les énoncés, elle est donnée sous cette forme-là en général, mais en fait, par un petit calcul assez simple, on peut la retrouver aussi sous cette forme, une constante de raideur k qui s'exprime en kilogrammes seconde moins 2. Donc là, vous voyez que ça va être plus facile, puisque avec les kilogrammes qui sont ici au niveau de la masse, on va pouvoir les éliminer, comme tout à l'heure, pour obtenir à la fin la période en secondes. Donc il nous reste juste maintenant à étudier ces deux expressions et savoir laquelle des deux est la bonne. K, on a dit, c'est des kilogrammes seconde moins 2. M, ce sont des kilogrammes. Donc du coup, kilogramme et kilogramme, ça s'élimine. Il nous reste quoi? Il nous reste des secondes moins 2 au numérateur. Donc le signe moins, je vais le conserver. Par contre, comme c'est sous la racine, le 2 va disparaître. Donc ça nous donnerait ici des secondes moins 1. Bon, seconde moins 1, ça ne marche pas. On oublie. Dans ce cas-là, la masse est en kilogrammes. La constante de raideur est en kilogrammes seconde moins 2. Les kilogrammes s'éliminent. Il nous reste des secondes moins 2, mais comme c'est au dénominateur, ça se transforme en secondes carrées. Le signe moins disparaît. Seconde carrée qui est placée sous la racine, on obtient bien la période qui est en secondes. Donc cette expression-là est celle qu'on va retenir. La période d'oscillation d'un pendule élastique, c'est-à-dire d'un pendule qui oscille autour à l'aide d'un ressort, elle s'exprime sous la forme T égale 2π fois racine de m sur k. Pour appliquer cette expression, je vous invite déjà à revoir le TP qu'on avait fait sur les caractéristiques du pendule simple, par exemple pour revérifier avec les manips que vous avez faites si cette expression correspond bien, notamment vérifier que le pendule qui bat la seconde, c'est-à-dire pour lequel la période vaut 2 secondes, ça correspond bien à un pendule de longueur à peu près égale à 1 mètre. Et puis vous avez également les 4 exercices qui sont ici, qui sont directement des applications de ces notions-là. Donc la dernière partie de ce cours concerne la mesure de la seconde à l'aide de ces horloges mécaniques. C'est-à-dire, on va profiter de ce mouvement d'oscillation autour d'une position d'équilibre, et donc des équations que je vous ai données tout à l'heure sur le calcul de la période, pour s'arranger justement pour avoir une oscillation dont la période vaut 1 seconde, ou alors un multiple facile de la seconde. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du pendule dont la période valait 2 secondes. Après, ça permet de retrouver facilement une seule seconde. Alors, dans l'histoire, voilà, depuis l'Antiquité, on cherche à mesurer le temps, notamment grâce aux phénomènes naturels, rotation de la Terre autour du Soleil pour déterminer une année, rotation de la Lune autour de la Terre qui va également être utilisée, par exemple, mais au fur et à mesure de notre histoire, on va avoir besoin de systèmes qui mesurent beaucoup plus précisément le temps. On va utiliser par exemple des cadrans solaires pour mesurer les heures, mais au bout d'un moment, ça ne suffit plus, et donc on va commencer à utiliser nos horloges mécaniques. Les pendules pesants à balancier, que vous connaissez, mais aussi des systèmes à masse et à ressort dans les montres mécaniques. Et puis on va arriver aussi, plus tard, sur des systèmes qui oscillent avec le quartz. Alors le quartz, j'explique rapidement ce que c'est. Le quartz, c'est un minerai qu'on trouve assez facilement. D'accord ? Ce minerai, il a une particularité, c'est que quand on va le soumettre à une tension électrique, c'est-à-dire voilà, vous mettez une pile et vous rajoutez 2 électrodes, et bien en fait ce cristal il va vibrer. Et cette vibration, elle est constante, elle est connue au niveau de sa fréquence.
Et donc, en fait, nous, on va aller chercher cette fréquence pour avoir ensuite une période F égale 1 sur T. Et donc, on va mettre, par exemple, dans les montres à quartz, qui sont voilà, les montres qu'on rencontre maintenant le plus traditionnellement dans le commerce. Hein. Les montres à quartz, ça fonctionne comment? Vous allez avoir le cristal de quartz qui est ici enfermé, par exemple, dans cet exemple, dans le petit cylindre qui est ici. D'accord. Ce petit cylindre de quartz, il va être soumis à une tension. Cette tension, elle est donnée par la pile, tout simplement. D'accord. Tension en volts. Ce cristal va vibrer. Cette vibration, en fait, à une certaine fréquence, va ensuite faire fonctionner un moteur, c'est-à-dire en fait une bobine, des aimants, qui sont à cet endroit-là de notre montre, et donc vous avez en fait ensuite le moteur qui va donner le mouvement des aiguilles. Donc on utilise en fait les vibrations du cristal. Par contre, ces oscillateurs-là, hein, qui sont des oscillateurs mécaniques, ça va dépendre des frottements, ça va dépendre également des conditions atmosphériques, la température notamment, qui a beaucoup d'importance sur ces phénomènes-là. Et donc, du coup, au bout d'un moment, voilà, ce sont des systèmes qui vont s'user progressivement, qui vont avoir des fonctionnements qui vont varier en fonction des conditions. Et donc ça, c'est pas utilisable quand on a besoin de mesures très précises du temps. Donc du coup, maintenant, depuis quelques années, on utilise en fait, pour mesurer la seconde, quelque chose de beaucoup plus précis et quelque chose qui est vraiment constant sur de très très longues durées, sur plusieurs années, voire plusieurs centaines d'années. On va utiliser des choses que vous connaissez, si on retourne un petit peu dans votre niveau de première, hein, on va utiliser en fait les niveaux énergétiques d'un atome. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le sait, vous le connaissez, hein, on sait que les électrons qui tournent autour du noyau d'un atome, en fait, ils ne vont pas se mettre à n'importe quel endroit, ils vont se positionner à certains niveaux d'énergie, qu'on va appeler des orbitales. On va voir la première orbite, puis ensuite la deuxième, la troisième, etc. etc. Tant que l'électron est situé sur l'une de ces orbites, on parle d'un électron lié, qui est lié à son noyau d'atome. Dès qu'on est au-delà, dès qu'on a dépassé la dernière orbite, dès que l'électron a une énergie suffisamment grande, il devient électron libre et il s'est complètement échappé. Ça se représente assez bien par ce système d'escalier, hein, des choses qu'on vous a normalement déjà un petit peu expliquées. Quand on est au plus bas d'énergie, c'est-à-dire ici le plus près du noyau, c'est comme ici mon petit canard qui est en fait tout au fond du puits, d'accord? Mais s'il veut sortir, s'il veut s'échapper, en fait il doit monter en énergie. Quand vous voulez monter un escalier, ça vous demande une certaine énergie musculaire. Là, ça va être le même principe. On va utiliser des niveaux d'énergie, hein, on va parler de quantification. Et justement, le premier niveau est assez difficile à franchir, mais progressivement, plus on se rapproche des niveaux externes, plus les niveaux sont proches les uns des autres et plus ça devient facile. Au bout d'un moment, on est arrivé au dernier niveau, et là on est sur l'électron qui peut s'échapper. Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est ça. C'est l'énergie entre deux niveaux, ce qu'on va appeler en fait les niveaux hyper fins, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment à la périphérie. Parce que, on rappelle, hein, c'est des choses que vous connaissez déjà, c'est-à-dire que quand l'atome reçoit un photon, c'est-à-dire une onde électromagnétique, hein, de la lumière, ou émet un photon, en fait, ça va permettre justement à l'électron de changer de niveau d'énergie. Concrètement, en cours, comment vous l'avez représenté, hein, on rappelle, deux niveaux d'énergie, qui ne sont pas forcément deux niveaux qui se suivent, hein, il peut y en avoir d'autres en cours de route, mais vous avez un premier niveau d'énergie qui est ici petit e, et un deuxième niveau d'énergie qui est ici, que je vais appeler E', par exemple. Vous allez avoir votre électron qui est dans un état d'énergie supérieur, qui va vouloir se stabiliser et descendre à un niveau d'énergie inférieur. Et pour faire ça, il va émettre un photon, une particule de lumière. Et cette particule de lumière, delta E, qui est la différence d'énergie entre les deux niveaux, en fait, vous avez vu dans le cours que normalement, elle s'exprime sous cette forme, c'est-à-dire delta E égale H nu. H, qui est la constante de Planck, qui est l'une des constantes universelles qui décrivent notre univers, hein, et toute la physique qui nous entoure. Nu, ça s'écrit comme ça, je rappelle, hein, qui est en fait la fréquence. Là, ici, on va parler de la fréquence nu et non pas F. Hein. C'est la fréquence de cette radiation-là. Ce petit photon qui va être émis, il est à une certaine fréquence, qui va par exemple déterminer sa couleur, quand on est dans le cas de la lumière visible, par exemple. Nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller la chercher, cette fréquence. Pourquoi? Parce que, on rappelle, hein, dans le cours, F, ou ici nu, égale 1 sur T. Et nous, c'est ce qu'on cherche. On veut une période en secondes. On aimerait bien avoir ici une période qui vaut 1 seconde, ou alors un nombre de fois la seconde. C'est ce qu'on va aller chercher pour certains atomes. L'autre cas de figure, c'est l'inverse. Hein. C'est dans le cas où
vous passez cette fois-ci dans l'autre sens, c'est-à-dire on va aller exciter notre atome. L'électron est dans un niveau d'énergie faible, il va vouloir monter à un niveau d'énergie supérieur, mais pour ça, c'est nous qui devons lui apporter un photon. Alors là, on va plutôt s'intéresser à la situation où justement on va perdre de l'énergie et on va émettre un photon. On va aller récupérer ce photon, on va aller regarder sa fréquence pour déterminer sa période. Et pour ça, on va utiliser le césium-133. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur comment la seconde ensuite a été calculée. L'idée, c'est de comprendre que voilà, une fois que vous avez en fait la désexcitation de l'atome de césium-133, on va aller observer la fréquence de cette onde lumineuse qui est ici, déterminer ensuite sa période, et ensuite on va prendre cette valeur qui est là, 9 192 631 770 fois la valeur de cette période, et on va dire, ça c'est une seconde. Donc c'est un calcul qui peut sembler un peu complexe, mais en fait l'intérêt c'est d'avoir beaucoup de précision, puisque voilà, la seconde va être définie avec un nombre énorme de chiffres significatifs, donc beaucoup de précision, et en plus, cette désexcitation qui est ici pour l'atome de césium, en fait c'est quelque chose qui est immuable, qui ne va pas changer. Un atome de césium-133 aujourd'hui et le même atome de césium-133 dans 1000 ans, eh ben, il va avoir exactement la même désexcitation. Donc du coup, ça ne dépend pas des conditions d'expérience, ça ne dépend pas de combien de temps ça dure, etc. etc. Voilà. Donc je ne rentre pas plus dans le détail parce qu'après derrière on est sur des choses beaucoup plus complexes. On vous explique juste en dessous après que voilà, on a choisi le césium ici parce qu'en fait c'est une transition qui est facilement réalisable et très stable. Avec d'autres éléments chimiques, ce serait beaucoup plus compliqué de reproduire plusieurs fois la même expérience et d'obtenir les résultats identiques. Ça, c'est ce qu'on va appeler des horloges atomiques, c'est-à-dire des horloges qui fonctionnent justement avec ce système-là. Donc on va retrouver ces éléments à l'intérieur. Les horloges atomiques actuelles, on vous dit, ne vont finalement retarder que d'une seule seconde tous les 4 milliards d'années. Donc on peut considérer que ce sont des horloges qui sont extrêmement précises. Et ça, on va notamment beaucoup les utiliser de plus en plus dans les systèmes informatiques pour coordonner et synchroniser les différents systèmes. Et un cas classique qu'on rencontre très régulièrement dans les exercices, c'est le cas du GPS. Puisque justement, dans le GPS, on a besoin d'avoir un maximum de précision dans la mesure du temps, puisque c'est en mesurant le temps de parcours de l'onde électromagnétique entre les satellites et votre système GPS qu'on peut déterminer la distance. Si on veut obtenir une distance très précise, pour connaître avec précision votre position, il faut que la détermination de la durée du signal, de la durée du parcours du signal entre le satellite et vous soit extrêmement précise, et donc pour ça on va travailler avec des horloges atomiques. Donc soit les horloges atomiques sont sur Terre et on va synchroniser les horloges des satellites avec ces horloges-là, soit on va carrément embarquer des horloges atomiques à l'intérieur des satellites. Petite application là-dessus également sur les horloges et la précision des différentes horloges dans notre histoire. Voilà, je m'arrêterai là pour ce cours sur les oscillateurs, puisqu'il n'y a pas de notions supplémentaires à bien maîtriser. Comme d'habitude derrière, c'est surtout être capable de reprendre les notions essentielles, mais de les appliquer dans des cas concrets, c'est-à-dire dans les exercices. Donc je vous invite vraiment à travailler les TP. Normalement ça a déjà été fait, mais bien comprendre ces TP et bien les refaire éventuellement si vous en avez besoin, et de bien étudier les corrections que je vous ai données, mais aussi bien travailler les exercices que je vous ai donnés. Et éventuellement, si vous avez un petit peu de temps, prenez directement des sujets de bac qui concernent ces notions-là. Il y en a plein disponibles en ligne qui vont vous permettre de travailler ces notions et de vraiment bien les maîtriser, puisqu'on est sur des choses qui sont importantes pour la suite de votre scolarité à partir de l'année prochaine. À bientôt pour une prochaine vidéo.